Starship, le plus gros lanceur au monde, a décollé cette semaine depuis la Starbase du Texas. Lancement réussi, oui, mais 2 minutes plus tard, à 40 km d'altitude. Avant même d'atteindre la frontière de l'espace, rien ne se passe plus comme prévu. Plusieurs de ces 33 moteurs Raptor ont explosé ou cessé de fonctionner. Résultat, l'ensemble ne maintient plus tout à fait sa trajectoire, enchaîne les loopings avant de finalement exploser complètement en vol presque 4 minutes après le décollage. Des images spectaculaires mais aussi attendues tant le défi technologique était élevé. Pour rappel, c'est le tout premier vol test pour cette fusée qui mesure un total de 120 mètres de haut. Si SpaceX parle d'une réussite, on ne peut s'empêcher de penser que c'est aussi un échec pour l'entreprise qui doit garantir en 2025 le transport des astronautes de la mission Artemis 3 sur la Lune pour le compte de la NASA. Un défi de taille pour la plus grosse fusée jamais envoyée dans l'espace, mais l'entreprise est aussi, il faut le dire, habituée aux échecs et a toujours su en tirer parti avec par exemple les multiples ratés qui ont précédé, rappelez-vous, la réutilisation finalement du lanceur Falcon 9. Alors concernant Starship, il faudra attendre plusieurs mois, selon Elon Musk, avant de voir une deuxième tentative. Autre actualité, le cabinet de conseil Euroconsult publie son deuxième rapport sur les marchés de la logistique spatiale. Il traite des besoins croissants en matière de flexibilité et prévoit 3 trajectoires de marché pour les nouveaux services en orbite. Un scénario de base qui chiffre un marché sur 10 ans à 4 milliards de dollars, un scénario faible de 3 milliards de dollars et un scénario élevé de 5 milliards de dollars de revenus. Euroconsult souligne l'importance croissante de la durabilité de l'espace, notamment avec l'investissement des agences étatiques sur le sujet. Le marché des SSA, la surveillance de l'environnement spatial, est donc le premier bénéficiaire de ce moteur et on estime qu'il atteindra 1,8 milliard de dollars de revenus entre 2023 et 2032 dans un scénario de base. À l'autre extrémité, le marché de la livraison du dernier kilomètre serait 10 fois plus petit et le marché de la prolongation de vie du satellite 2 fois plus petit. Voilà pour ce rapport d'Euroconsult. Autre actualité, la Corée du Nord va lancer son tout premier satellite espion. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le lancement du tout premier satellite espion de reconnaissance militaire du pays, selon l'agence de presse de l'État. Elle précise que la construction vient tout juste d'être achevée dans le pays. Le chef de l'État a visité l'administration nationale du développement spatial, la NADA, réclamant au passage au personnel le déploiement de plusieurs satellites de reconnaissance sur différentes orbites. Une date de lancement serait déjà prévue, mais évidemment, nous n'avons pas plus d'indications sur le sujet, ni même dans combien de temps à peu près ce lancement devrait être effectué. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cette annonce, Séoul a réagi. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a appelé la Corée du Nord à ne pas lancer son satellite militaire de reconnaissance. Nous réclamons, je cite, au Nord de respecter son obligation internationale et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré un officiel du ministère. Et puis encore une première, le lancement du tout premier satellite kényan a eu lieu cette semaine. Baptisé Taifa One pour Nation One en Swahili, le premier satellite d'observation du pays a décollé depuis la base américaine de Vandenberg en Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Un petit objet 10 cm sur 10 de largeur, 30 cm de long, fabriqué pour le coup localement. C'est un grand pas pour l'agence spatiale kenyane. Alors pour comprendre les enjeux d'un tel lancement, nous avons justement en ligne Béatrice Hainaut, chercheure spécialisée en l'espace à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire rattaché au ministère de la Défense. Béatrice Hainaut, que nous dit ce lancement sur les capacités spatiales du pays ? Alors bonjour à tous. Alors le Kenya avait déjà envoyé en 2018 un CubeSat démonstrateur en orbite, donc ça lui a permis d'avoir une expérience positive. C'est une expérience positive et ça lui a permis d'apprendre.
Pour le lancement du 14 avril dernier, il s'agit donc de son premier satellite opérationnel d'observation. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un petit satellite, un CubeSat, qui est équipé d'une caméra optique avec des capacités multispectrales. Donc, pour donner un petit ordre d'idée des performances, on est sur une résolution au sol de 32 mètres en multispectral et 16 mètres en panchromatique. Ce satellite, effectivement, a été conçu et développé par des ingénieurs kenyans. On les voit d'ailleurs beaucoup à la télé kenyane. C'est 9 ingénieurs qui ont travaillé pendant 2 ans en coopération, un petit peu malgré tout, avec une société bulgare. Alors, les missions de ce CubeSat, elles sont de permettre une meilleure gestion des ressources naturelles et notamment de l'eau, sachant que le Kenya, comme d'autres, est en proie à de grandes sécheresses depuis quelques années. Ce CubeSat a une durée de vie de 5 ans et la base qui réceptionnera les images, elle, est en cours de construction aux abords de Nairobi. Elle est annoncée comme opérationnelle donc cet été. Donc tout cela, effectivement, est géré majoritairement de bout en bout par des Kenyans. Et l'ambition du Kenya, elle va au-delà puisqu'elle est de créer une constellation de satellites à partir de ce Taifa One. D'ailleurs, l'agence spatiale kenyane, qui a été créée récemment, en 2017, elle porte cette politique spatiale nationale qui est assez ambitieuse, car il est même question dans le futur que le Kenya réalise lui-même ses lancements de satellites depuis un port spatial qui est à construire, sachant en plus que le Kenya bénéficie d'une position géographique qui est plutôt avantageuse puisqu'elle est très proche de l'équateur. Et dans les autres ambitions aussi, il souhaiterait fabriquer un centre de fabrication de nanosatellites. Donc on a une réelle montée en puissance technologique de l'ensemble du pays, qui a su également... Le pays a sa propre politique spatiale, on comprend dans ce que vous nous donnez, et des éléments de l'ambition kenyane, mais il s'inscrit aussi dans un contexte d'union des pays africains. Oui, tout à fait. Le Kenya s'inscrit d'ailleurs pleinement dans la stratégie spatiale de l'Union africaine, qui date de 2019, la dernière en date. Car cette stratégie, elle note dans un premier temps l'importance des données satellitaires pour faire face aux défis sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux de l'Afrique. Elle souligne vraiment la plus-value des données satellitaires, mais elle affirme aussi une ambition, cette stratégie, qui est à terme de ne plus externaliser les besoins en termes de services spatiaux, mais de développer des capacités spatiales africaines. Donc, il y a aussi une volonté de coordonner et de mutualiser les acquisitions des systèmes spatiaux, puisque l'Union africaine, c'est quand même 55 pays partenaires. Et l'ambition, c'est de ne pas créer de redondance et d'essayer de partager les données. Donc, en règle générale, elle veut favoriser les coopérations entre les États africains. Et d'ailleurs, en 2019 également, les États de l'Union africaine ont acté la décision de créer une agence spatiale africaine qui est effective depuis janvier 2023. Bon, les bâtiments sont en train d'être construits. Elle est au Caire, en Égypte, au sein de la cité de l'espace, entre guillemets, égyptienne. Donc, on a déjà sur place l'agence spatiale égyptienne et on aura aussi une future usine d'assemblage de satellites qui est, elle, financée par la Chine. C'est une vraie question de souveraineté aujourd'hui pour l'Afrique, d'être capable de développer ses propres infrastructures, vous l'avez dit, ne serait-ce qu'en matière de données spatiales. Oui, tout à fait. Pour l'Union africaine, en tout cas, la priorité, c'est bien celle d'abord d'utiliser les données satellitaires, parce que comme on l'a dit, les données satellitaires, ça permet d'avoir de multiples informations pour faire face aux multiples défis du continent. Ça permet d'améliorer le quotidien des gens et de soutenir aussi les économies. Mais il faut souligner quand même que les investissements spatiaux restent très modestes en Afrique. Donc la stratégie, elle vise aussi à cette prise de conscience collective qui se matérialise d'ailleurs par la création de cette agence spatiale. Donc aujourd'hui, on peut avoir des achats sur étagère pour acquérir de l'expérience, notamment dans le domaine de l'observation, mais aussi de la communication, de la connectivité, parce que c'est une autre application qui va être très importante pour l'Afrique. Et ça passe aussi par les coopérations internationales. On a des coopérations plutôt classiques, traditionnelles avec l'Europe, la Russie, mais de plus en plus avec les États-Unis et surtout la Chine, qui investit énormément en Afrique dans ce domaine comme dans d'autres, dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie. Donc, on voit, comme vous le disiez, le Kenya, là pour le coup, est souverain avec son satellite d'observation qui est constitué, qui est réalisé en interne. Mais les États africains ne sont pas tous au même niveau technologique. On peut juste citer ceux qui sont peut-être les plus avancés en la matière, comme l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, même si la liste n'est pas exhaustive. Et puis, dernier point, certains États ont des besoins d'ordre plus sécuritaire,
comme celui de la surveillance des frontières ou l'observation des régions sujettes à conflit. Et dans ce cas, effectivement, la souveraineté en matière de données spatiales devient beaucoup plus évidente. Merci beaucoup, Béatrice Hénault, d'avoir pris le temps de réagir à cette actualité. On reviendra sur le sujet prochainement dans Smart Space. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart.